Bonjour à tous. Merci à nos invités d'avoir répondu présent à ce débat sur l'avenir du transport ferroviaire. Avec Marion Dallard, qui est journaliste en charge du dossier des transports à l'Humanité, nous allons animer cet échange dans le cadre de cette fête de l'Humanité un peu particulière. Alors, nos invités sont tous engagés à différents niveaux sur le dossier du transport ferroviaire et nous avons choisi de nous focaliser aujourd'hui sur le fret, son actualité, son avenir. À la croisée des enjeux économiques et environnementaux, le transport de marchandises par le rail est un outil d'avenir capable de diminuer notre impact carbone et de répondre aux besoins des entreprises et des consommateurs. Pourtant, depuis des décennies, malgré des plans de relance successifs nombreux, le fret ferroviaire décline inexorablement. En dépit d'objectifs ambitieux, la route gagne chaque année du terrain sur le rail. Pour que chacun puisse se faire une idée, on va vous donner quelques chiffres. En 2000, 17% des marchandises étaient transportées par fret SNCF. Aujourd'hui, sur 9,5% au total, l'opérateur public n'en convoit plus que 5%. La crise sanitaire que nous vivons a non seulement révélé durant le confinement la nécessité d'un transport de marchandises efficient, mais elle a aussi renforcé l'impératif de lutter contre le réchauffement climatique. C'est dans ce contexte que la question du fret ferroviaire est revenue au centre du débat public, avec la promesse du président Macron, le 14 juillet, je cite, de redévelopper massivement le fret ferroviaire. Alors pour en discuter aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué au transport. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour à vous. Laurent Brun, qui est de l'autre côté, en face. Laurent Brun, secrétaire général des cheminots CGT. Bonjour. Bonjour Laurent Brun. Je reviens de l'autre côté de la table, donc Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF. Bonjour. Bonjour monsieur le président. Et puis Pierre Garzon, maire de Villejuif et vice-président à l'aménagement, au transport et au déplacement du conseil départemental du Val-de-Marne. Bonjour monsieur le maire et bonjour monsieur le vice-président. Bonjour. Alors, première question pour monsieur le ministre, je me tourne vers vous. Le contexte de la crise sanitaire invite à poser un regard neuf sur la question du transport des marchandises. En particulier, votre gouvernement adopte une posture volontariste, on peut dire, dans ce domaine, au moins dans les mots, car pour les actes, on verra, il faut attendre encore. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement, alors qu'à peine quelques mois avant la crise du coronavirus, le gouvernement d'Édouard Philippe, dont vous étiez déjà le ministre chargé des transports, avait décidé la fermeture de la liaison dite du train des primeurs Perpignan-Rungis. Aujourd'hui, Jean Castex annonce sa réouverture prochaine. Mais que faut-il croire alors? Et surtout, finalement, j'ai envie de vous demander de quelle politique êtes-vous le ministre? Bon, du coup, je vais faire en sorte de ne pas commencer par une polémique, parce qu'on pourrait revenir sur ce que vous avez dit sur le train Perpignan-Rungis, pour rappeler que nous avions reconstruit une offre temporaire qui devait débuter en décembre, qui n'a pas pu débuter pour des raisons que vous pouvez anticiper, ou en tout cas appréhender. Et le sujet aujourd'hui est devenu autre, c'est que nous devons trouver une solution pérenne pour Perpignan-Rungis, mais j'y reviendrai. Peut-être que si on essaie de se replacer sur les raisons du déclin du fret depuis 20 ans, 25 ans, vous avez rappelé des chiffres qui sont intéressants, on peut se dire deux, trois choses. D'abord, effectivement, il y a eu une internationalisation des échanges, avec une concurrence de la route, une concurrence du maritime, qui s'est imposée, avec des politiques fiscales qui ont été décidées pour la route et qui ont renchéri beaucoup le coût pour le ferroviaire. Et vous parliez du Perpignan-Rungis, quand on regarde aujourd'hui le prix d'un conteneur pour un chargeur, pour un client, il est aujourd'hui 30% plus cher par le train que par la route, ce qui est de fait un des avantages qui, si on ne subventionne pas davantage le train, évidemment, est une entrave au développement ou à la régénération du fret ferroviaire. Ensuite, notre pays s'est désindustrialisé. Et on avait énormément de fret ferroviaire qui passaient des matériaux lourds. Et on pourrait reprendre les chiffres de la désindustrialisation depuis les années 2000. Ils sont assez éloquents et ça a expliqué la part du transport des marchandises par le rail qui a beaucoup baissé dans les proportions que vous avez rappelées. Et puis, il y a eu ensuite la libéralisation du fret, on va dire les années 2004-2007, qui s'est traduit par une baisse de la part de marché de fret SNCF et par une baisse simultanée, si je puis dire, de la part modèle du fret ferroviaire. Et tout ça, effectivement, sur fond de vétusté du réseau, sur fond peut-être d'une inadaptation de la capacité des opérateurs ferroviaires à capter des clients, des nouveaux clients ou les maintenir, ça s'est traduit effectivement par un lent déclin du fret qu'il fallait arrêter.
Moi, vous avez raison, j'essaye d'être quelqu'un d'actes, qui pose des actes et des actes ciblés, qui j'espère vont donner une dynamique positive. Nous avons choisi de faire deux choses immédiatement. D'abord, baisser le niveau des péages du fret, parce que vous l'avez dit, pendant la crise, les opérateurs ont fonctionné, se sont engagés. Alors, on les a appelés les premiers de corvée, on les qualifie comme on veut, mais on n'a jamais eu quasiment moins de 65% du trafic fret qui est passé. On a eu du trafic fret, autrement dit, qui est passé en très grande majorité et qui a permis d'alimenter les supermarchés, l'activité économique et qui a fait en sorte que le pays tienne notamment, c'est vrai des routiers, mais ça a été notamment très vrai des transporteurs ferroviaires. Donc nous avons choisi d'aider massivement les opérateurs de fret, tous les opérateurs, dont Fret SNCF. Nous avons un grand sujet qui est le sujet de la vétusté du réseau. Nous avons des investissements qui sont massifs et qui continuent. Et puis nous allons relancer, parce que je crois beaucoup au fait qu'il faut démontrer sur des axes que notre politique s'applique avec des résultats tangibles. Nous allons relancer 3 axes, dont l'axe Perpignan-Rungis, que nous allons étendre au sud à Barcelone et au nord vers les ports d'Anvers et de Dunkerque, parce que nous pensons qu'il y a évidemment sur ces flux un nombre de marchandises important à capter et que nous voulons favoriser évidemment le transport par le rail en rappelant qu'une autoroute ferroviaire, c'est l'équivalent en moyenne de 20 000 poids lourds qui passeraient de la route au rail si on raisonne comme ça de façon un peu moyennée. Et puis enfin nous avons choisi, mais ça c'est aussi le fruit des discussions que nous avons pu avoir avec les syndicats et les acteurs du secteur, de renforcer la subvention à des secteurs qui sont stratégiques, mais qui aujourd'hui, effectivement, ne sont pas concurrentiels par rapport à d'autres modes de transport. C'est le cas de ce qu'on appelle le transport combiné, mettre un conteneur du camion sur le train, et c'est le cas du wagon isolé, qui a longtemps été, on peut le dire, le parent pauvre du fret ferroviaire en France. Et nous avons choisi, alors on pourra avoir ce débat entre nous, nous avons choisi de le subventionner plus fortement, une action au niveau français, mais aussi au niveau européen, parce que ce que je dis là, globalement, tous les pays européens, et notamment les Allemands, rencontrent un certain nombre de difficultés similaires. Je serai ce soir à Hambourg avec mon homologue allemand pour parler notamment de ce sujet-là. Et le fret ferroviaire, et je finis là-dessus, est une des 4 grandes priorités européennes qui se traduira notamment financièrement dans le Green Deal européen qui est en train d'être construit. Merci, Monsieur le Ministre. Jean-Pierre Farandou, Fret SNCF, qui évolue désormais, on l'a dit, depuis 2006 dans un environnement concurrentiel. Jadis seul opérateur de fret ferroviaire en France ne l'est plus. Quel est l'état de cette activité au sein même du groupe SNCF, à l'heure où la rentabilité n'est plus assurée et que Fret SNCF est devenu, à la faveur de la réforme de 2018, une société anonyme qui n'est donc pas à l'abri de la faillite? Exactement. D'abord, ce que je veux dire, je sais qu'il y a de nombreux cheminots qui nous regardent, il faut être clair, c'est que le fret ferroviaire, transporter des marchandises dans des trains, fait partie des missions fondamentales de la SNCF. Ça a toujours été vrai, ça a été très vrai à une certaine époque. M. le ministre l'a rappelé, les années 70, l'activité principale de l'entreprise SNCF, c'était de transporter des marchandises. Bon, après, il y a eu la révolution de TGV, le TER, etc. Certes, aujourd'hui, l'activité est réduite, c'est un fait, mais c'est au cœur des missions de la SNCF pour 2 raisons. D'abord, les missions d'intérêt général. On n'est pas une entreprise comme une autre. Nous sommes une entreprise publique et je trouve tout à fait normal, voire c'est notre devoir, de participer à l'effort de transition écologique, de décongestion des autoroutes, de santé publique. Donc on retrouve là les grandes missions fondamentales, quelque part, de la SNCF. Donc oui, la SNCF se doit de se battre, de rester dans ce secteur du transport des marchandises. Et puis deuxièmement, je m'exprime là en tant que patron d'entreprise, fût-elle publique entreprise, je suis convaincu qu'on peut faire du fret une activité durable, rentable, n'ayons pas peur des mots, c'est-à-dire une activité où les produits de l'activité dépassent les coûts de production des services. C'est la seule manière de la pérenniser dans le temps. Voilà, pour ces 2 raisons, vous savez que je travaille sur un projet d'entreprise. Le fret fait partie de ce projet d'entreprise, il faut être très clair. Alors, est-ce que la situation est facile? Non, non, la situation n'est pas facile. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me bats. Depuis mon arrivée, j'ai mis le dossier du fret sur la table et j'en ai parlé avec les organisations syndicales, notamment la CGT, bien sûr. Je sais à quel point la CGT est engagée sur ce dossier depuis très longtemps, mais aussi avec le gouvernement. Et je dois dire qu'avec le ministre Djebari, chacun à sa place. Je pense que nous nous sommes battus pour qu'effectivement donner un futur, en tout cas sauvegarder ce secteur d'activité à court terme et j'espère lui donner un futur. Vous l'avez rappelé, la donne que j'ai trouvée en arrivant est une donne économique très claire. Le groupe s'est transformé, nous sommes maintenant en société anonyme et le fret lui-même a une autonomie juridique en société anonyme simplifiée, mais société anonyme. Les règles du jeu économique sont claires. Il y a un capital qui a été donné à cette entreprise de 170 millions d'euros.
On ne pourra plus la redoter en capital parce que tout ça est très surveillé par les autorités bruxelloises, européennes, qui ont toujours peur des aides d'État et qui sont très sourcilleuses de la manière dont la SNCF soutient sa filiale fret. Il y a ce capital. L'actualité a joué en défaveur de Fret SNCF. On a eu la grève des retraites, forcément, une grève, ça arrête les trains, ça n'a pas été une très bonne période. Et puis la crise du Covid. Certes, les trains ont roulé, le ministre l'a rappelé, et là encore, je rends hommage aux cheminots qui se sont mobilisés. On a beaucoup parlé des cheminots de la deuxième ligne qui sont sortis de chez eux tous les jours pour aller conduire les trains, pour faire les manœuvres, pour faire passer les trains. Ils l'ont fait. Pas que les collègues et concurrents du fret aussi l'ont fait, des compagnies privées, mais nous l'avons fait. Ça a été dit, et le ministre lui-même l'a souligné, nous avons participé au fonctionnement de notre pays, les denrées alimentaires, les carburants, les produits chimiques nécessaires au traitement de l'eau, on l'a fait. La campagne céréalière, on a dû amener même des trains dans des silos très éloignés, dans des zones rurales par définition. Les collègues de réseau ont ouvert des postes d'aiguillage, les collègues de fret sont allés les chercher, et on est allé amener ces marchandises dans des grands ports céréaliers de La Rochelle, par exemple. Voilà, on a été présent au rendez-vous, et je crois qu'il faut le rappeler, cette utilité du fret ferroviaire et de fret SNCF a été démontrée. La spécificité de fret SNCF, c'est le wagon isolé. Pour le reste, on fait comme les autres font comme nous. Ce que nous faisons quasiment seuls maintenant en France, c'est le wagon isolé. Donc c'est une question centrale, et là-dessus d'ailleurs le gouvernement montre qu'il l'a traité, parce qu'on était à la croisée des chemins. Si le wagon isolé n'était pas aidé en France, on allait vers un arrêt des activités, parce que le désavantage structurel avec la route est trop important. On voit bien qu'un wagon isolé, ça porte bien son nom, c'est un wagon ou deux wagons, le locotracteur qui l'amène chez le client, l'intégration dans un train qui doit être trié une fois, deux fois, et puis à nouveau le locotracteur, ça dure 4 jours, le camion, il a fait 4 fois l'aller-retour. Voilà, donc si on laisse faire les lois du marché, on connaît la fin inexorable, le wagon isolé disparaîtra dans notre pays. Si à l'inverse, comme certains pays européens l'ont fait, comme l'Autriche, on aide le wagon isolé, et c'est possible, c'est-à-dire c'est autorisé par l'Union européenne, puisque l'Autriche a pu le faire, ben là les parts de marché reprennent, puisque cette incitation économique directement adressée aux chargeurs permet le sauvetage, puis le développement du wagon isolé. Voilà, le wagon isolé c'est important, parce que c'est ce qui s'adresse aux PME. Les grands trains, les trains massifs, c'est pour la grande industrie, ou les grandes coopératives agricoles. Là, on peut réunir 15 wagons, 20 wagons, 30 wagons. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment les petites entreprises ou les moyennes entreprises, qui n'ont pas ces quantités. Donc si on veut que ces entreprises bénéficient, elles aussi, d'un mode de transport écologique, et donc du train, il faut vraiment rester sur le wagon isolé. Pour répondre à votre question économique, j'étais inquiet, je dois le dire. Les mois de ma présidence, les premiers mois de ma présidence, j'ai tout de suite vu qu'on était dans un toboggan dangereux pour Fret SNCF, puisque je voyais ses fonds propres se réduire, et là, inexorablement, à un moment donné, on aurait été confronté à une situation difficile. Je dois dire que pour moi, le plan de relance, c'est aussi un plan de soutien, c'est un plan de sauvegarde, et d'après les dispositifs que je connais maintenant de ce plan, j'ai la conviction que nous allons pouvoir sauvegarder Fret SNCF et petit à petit lui construire un avenir français et européen. On est déjà en pourparlers avancés avec les chemins de fer autrichiens, avec les chemins de fer allemands qui ont exactement les mêmes problèmes que nous. Et autour du wagon isolé, je trouve que la coopération européenne sera aussi un levier important pour promouvoir ce mode de transport et ce service ferroviaire. Merci, Monsieur le Président. Alors, je me tourne vers Pierre Garzon. Vous êtes un élu de terrain. Et pour vous, comment vous vivez? Qu'est-ce que vous observez en matière de déclin du fret ferroviaire et quelles sont les conséquences sur votre territoire? La première observation d'un élu de terrain que je suis dans le Val-de-Marne, c'est-à-dire aux portes de Paris, en centralité francilienne, avec des réseaux routiers, des réseaux ferroviaires, des réseaux fluviaux, où on cumule à peu près tout ce qu'il est possible d'utiliser pour transporter des marchandises. On voit inexorablement la montée du nombre de camions sur un réseau routier qui est extrêmement saturé et qui cumule en Val-de-Marne en particulier, je pense du côté du pont de Nogent, sur le réseau autoroutier d'État, le principal bouchon d'Europe, et qui est le fruit aux heures de pointe de celui à la fois des salariés du Val-de-Marne et d'Île-de-France contraints d'utiliser leur voiture pour aller se déplacer et rejoindre leur lieu de travail, mais par ailleurs, il suffit de se poster sur ce fameux pont pour observer que tous les jours, ce sont des milliers de camions qui transitent
par notre région, soit pour l'alimenter, soit pour faire un passage autoroutier qui vienne contribuer à la saturation du réseau routier, et puis surtout contribuer à aggraver la situation écologique et du caractère respirable de notre région. Donc la première observation, c'est celle-ci, elle est criante. Elle est d'autant plus criante et d'autant plus inquiétante que, je l'ai dit, historiquement, le Val-de-Marne, c'est une construction départementale qui accueille à peu près tous les services de logistique qui ont été pensés dans les grands plans d'État historiques. On a du ferré, on a le mine de Rungis, on a des ports autonomes, je pense à celui de Bonneuil, on a le port cargo de Valenton. Et donc, on a des structures qui sont des éléments de notre histoire industrielle. Et dans le terme histoire, on voit bien qu'il y a un côté passé qui est en jeu. Là où aujourd'hui, je pense qu'il faut revitaliser pour se dire que la réponse aux grands défis sociaux et écologiques de notre époque passe inévitablement par redonner de la pertinence à ces outils existants. Non entretenus, mais existants. Donc ça, c'est la première chose. Plus concrètement, j'ai fait partie de ces élus des deux côtés, entre guillemets, des rives de notre pays, ceux de Perpignan et puis ceux d'Île-de-France, qui ont vu dans le symbole du Perpignan-Rungis un élément d'incompréhension. C'est-à-dire qu'au moment où aujourd'hui, d'ailleurs, aucun gouvernement, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, ne s'aventurerait à considérer qu'il serait pensable d'accompagner inexorablement le routier contre le ferroviaire, décider, ou en tout cas laisser faire l'abandon de cette ligne. Et on retrouve dans les explications, et ça a été une bataille quasiment d'1 an, d'ailleurs on s'était rencontré, M. Farandou aussi à l'époque à sa prise de fonction, en essayant de se dire, bon, on ne va pas révolutionner dans le temps court l'ensemble des questions qui sont l'objet de ce débat sur comment on fait pour relancer le fret. Mais avant de relancer le fret, il faut déjà être capable de briser les éléments d'hémorragie existants. Et c'était ça, ce symbole, à travers le Perpignan-Rungis. Et on a retrouvé les problématiques symboliques pour les élus que nous sommes, c'est-à-dire l'idée que finalement aujourd'hui les pleins pouvoirs sont dans les règles du marché, que la puissance publique se définit comme impuissante face à celle-ci, à tous les échelons, et que l'organisation de notre société fait que on compare des choux et des carottes, et qu'on compare donc le prix du transport de marchandises par la route, dont on ne comptabilise pas tous les coûts de la puissance publique qui sont inhérents à ce transport, qu'on ne comptabilise pas le coût carbone qui a un coût sur la santé. Alors, c'est pas le ministère des Transports, mais on pourrait étudier combien ça coûte au ministère de la Santé et à notre système de santé et aux cotisations que nous payons, de savoir combien l'impact de cette pollution générée sur notre système de santé, puisqu'on sait qu'il y a un lien très direct aujourd'hui sur les maladies chroniques et en particulier dans notre région, etc., etc. Combien à l'inverse, on demande au FER de résoudre des équations qui sont l'entretien du réseau, l'entretien, la rénovation et l'innovation en matière de réseau de transport, tout en observant des règles d'austérité qui s'appliquent et qui font qu'on le fait avec moins de moyens humains, moins de moyens financiers parfois. Pour y arriver, et donc des problématiques qui font que pendant 1 an, autour de la table, il n'y avait personne pour remettre en cause le fait c'était une ineptie de fermer ce train, mais personne en même temps n'était en situation de pouvoir prendre le manche et de dire voilà comment on va faire et voilà comment on va contester la logique du marché et donc la logique de fermeture qui s'est profilée et puis qui s'est avérée
pour l'instant, irréversible, puisque des intentions, on en a eu beaucoup, mais aujourd'hui, il n'y a toujours pas de train qui transporte ces marchandises. Donc, le souci d'un élu que je suis, c'est en permanence à la fois déjà porter ces débats-là. C'est un élément important de prise de conscience. On ne peut pas avoir des messages contradictoires. Et le débat fait partie des actes. C'est-à-dire qu'on doit lever les contradictions entre des objectifs qui sont assignés aux grandes nations en matière de respect des trajectoires en émissions carbone, de soutien aux filières qui produisent peu ou pas de carbone précisément, et de l'autre côté, le laisser-faire et l'organisation du système qui fait qu'à la fin des fins, nous n'avons pas les moyens des ambitions que nous nous donnons à l'échelon national et à l'échelon international. Voilà en quelques mots ce qui me apparaît nécessaire. Et puis par ailleurs, dans les décisions que nous avons évidemment cherché à travailler comme un département comme le Val-de-Marne, c'est de dire, mais au fond, comment on conditionne l'investissement public à ces objectifs, comment on essaye de faire naître des débats sur, par exemple, la notion de circuit court, qui rejoint un petit peu la notion de wagon isolé dans un pays comme le nôtre. Comment on repense une doctrine d'intervention publique. Moi, je note très positivement les trois points que vous avez évoqués, monsieur, et là-dessus, monsieur Djebari, pardon. Je partage les 3 points qui sont des éléments d'explication de la crise du fret. Mais une fois qu'on a ce diagnostic-là, eh bien, qu'est-ce que cela veut dire lutter contre la désindustrialisation de notre pays? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement travailler à la notion de circuit court dans les productions pour lutter contre l'internationalisation des flux qui va croissant et qui est une impasse historique de nos sociétés? Donc comment cela s'applique à tous les modes de toutes les productions. Et puis comment, puisqu'on a évoqué, vous l'évoquiez, la question de la libéralisation du fret, on redonne de la règle de court, de moyen et de long terme pour ne pas avoir un énième plan de relance qui va souffrir, et ce n'est pas de votre responsabilité, mais de la suspicion qu'il aura la même durée de vie que les 2 précédents, c'est-à-dire que très très vite, le marché reprend la main et vient redonner ses propres règles qui viennent contredire les objectifs initiaux des plans de relance que l'on a connus dans la période. Donc ce besoin de régulation, c'est un élément évidemment inhérent à la réponse de la relance du fret. J'ai plein de remarques et de commentaires, mais je vais laisser le tour de table. Mais c'est vraiment, je pense, le cœur du sujet, ce que vous avez évoqué, notamment dans la dernière partie, oui, la capacité à réguler. Tout à fait. Merci Pierre Garzon. Effectivement, on voit qu'apparaît déjà effectivement des points de débat et une interpellation envers le ministre sur les conséquences concrètes, la déclinaison concrète de cette politique et quelles garanties finalement on peut donner. Mais on va y revenir si vous le voulez bien. Et donc avant de redonner la parole à Monsieur le ministre, oui. Marion, peut-être une question pour Laurent Brun, donc le secrétaire général des cheminots CGT. Laurent Brun, on l'a vu, le gouvernement et la direction de la SNCF s'affichent aujourd'hui volontaristes. Le plan de relance est sur la table. Il comporte une enveloppe de 4,7 milliards d'euros consacrée à la relance du fret. On l'a aussi évoqué, les plans de relance, ce n'est pas nouveau. Ils se sont succédés depuis 2003 au moins. Alors ce plan, est-ce que c'est le bon ? D'abord, il est utile de redire que la libéralisation et la dérégulation dans le transport, elle n'a pas fracassé que le fret ferroviaire. Si on prend le pavillon français routier, par exemple, qui représentait 50% des flux bilatéraux en 1993, aujourd'hui c'est 15%. Il a suivi exactement la même trajectoire que le fret ferroviaire. Donc l'une des premières questions, c'est est-ce qu'on est en rupture aujourd'hui de dérégulation ou est-ce qu'on continue dans la dérégulation du transport ? Et pour l'instant, ce que l'on voit, c'est la poursuite de la dérégulation. À la SNCF, des plans, on en a connu des dizaines. Et notamment depuis 2003, on a eu le plan Véron, 2007 Marambeau, 2009 Blaillot, etc., etc. À chaque fois, la logique est la même. On est dans une réflexion trafic par trafic de réduction des coûts
donc de destruction de l'outil industriel, de fermeture de gares, de suppression de lignes et évidemment de suppression d'emplois. Là aussi, est-ce qu'aujourd'hui on est dans une rupture par rapport à ces différents plans? Mais pour l'instant non, puisque cette année encore, on nous annonce 150 suppressions d'agents de conduite au fret SNCF, et donc on n'a pas de relance de ce point de vue-là. La casse industrielle, elle a été absolument énorme, parce qu'on est passé de 12 000 agents dans les années 2010 à aujourd'hui 4 500. On ne s'imagine pas, mais le fret SNCF vivrait un plan social chaque année s'il n'était pas, entre guillemets, sous régime public avec un statut du personnel. Et évidemment, avec ce que peuvent entraîner de drames sociaux et familiaux, les plans sociaux. La casse industrielle, c'est d'être passé de 19 triages nationaux, c'est-à-dire quasiment en gros un par région, à 4 aujourd'hui qui sont dans un état très préoccupant. C'est d'être passé de 4500, ce qu'on appelle installation terminale embranchée, c'est-à-dire les voies des derniers kilomètres, à aujourd'hui 1200. On est vraiment dans une pulvérisation de l'outil industriel et il faut le dire, à chaque fois que la SNCF a perdu une tonne de marchandises transportées, la moitié a été à la route. Et donc on n'est pas du tout dans un système où la concurrence permet de rattraper les choses. Toutes les solutions libérales, on les a connues. On a connu déjà une recapitalisation. En 2005, 800 millions, là aussi sous couvert de la Commission européenne, pour relancer le fret. On a connu, y compris les aides au péage. 2016, 90 millions d'aides pour une première initiative. C'est des solutions qui permettent de stabiliser les trafics, mais qui ne permettent pas d'en regagner. On a connu les autoroutes ferroviaires. Alors bon, c'est toujours positif d'en annoncer de nouvelles et d'annoncer de nouveaux trafics et d'annoncer de nouveaux projets. Mais concrètement, l'autoroute ferroviaire alpine, par exemple, c'est 2% des flux sur son périmètre. Et donc on est, y compris en dessous de la moyenne nationale des 9% ferroviaires sur le transport ferroviaire. Donc la question des autoroutes ferroviaires, c'est un mot qui renvoie aux autoroutes routières avec l'aspect massif que ça peut avoir, mais dans le ferroviaire, c'est pas du tout le cas. C'est plutôt des opérations de communication. Aujourd'hui, on est dans un système concurrentiel, mais un système concurrentiel d'abord qui est extrêmement limité, parce qu'en vrai, 93% du marché est tenu par 4 compagnies, dont la SNCF est très largement la plus importante. Et donc la concurrence réelle, mais comme toujours depuis le fret ferroviaire, elle est avec la route. Voilà. Et donc on n'a pas besoin de concurrence supplémentaire. Par contre, l'existence de cette concurrence depuis 2006, elle a abouti à une situation, c'est que les quelques marchés rentables sont l'objet d'une concurrence absolument acharnée. Et quand je parle de quelques marchés rentables, 60% du chiffre d'affaires de la SNCF est réalisé par 20 chargeurs. Donc on mesure qu'on est là vraiment dans une situation où finalement l'outil ferroviaire de desserte des entreprises ne concerne plus qu'une poignée d'entreprises. Et c'est l'un de nos gros problèmes. Évidemment, quand on pousse au bout, à partir du moment où on a une concurrence acharnée sur quelques trafics, on n'a pas de relance puisqu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de nouvelles lignes qui sont ouvertes, il n'y a pas de nouveaux trafics en dehors de quelques épiphénomènes. Et par rapport à ce qu'on perd, de toute façon, ça reste très très limité. Et puis, il n'y a pas de recherche et développement, ou très peu. Il n'y a pas d'investissement dans l'infrastructure, dans le matériel roulant, ou très peu. Et par exemple, le Perpignan-Rungis en a été un exemple. C'est parce que justement, il n'y avait pas eu d'investissement dans le matériel roulant qu'on arrive à une situation où voilà, on est à la limite de l'exploitation possible, et donc faut arrêter ou réinvestir. Et comment est-ce qu'on investit dans une situation ultra concurrentielle où on peut se faire souffler les marchés et où, paradoxalement, dans le ferroviaire, il faut investir des dizaines de millions d'euros pour un trafic? Finalement, on n'investit pas, et petit à petit, le volume se réduit, le volume global. Donc nous, aujourd'hui, notre question principale, c'est est-ce qu'on est dans la continuité des politiques précédentes dont, je le dis, on a à peu près tout tenté dans le domaine libéral, ou alors est-ce qu'on est dans un plan de rupture qui va vraiment s'atteler aux problématiques? Alors on a parlé de l'infrastructure, c'est pas la seule problématique du transport ferroviaire. L'une des difficultés du transport ferroviaire, c'est aussi sa concentration sur certains trafics.
On fait beaucoup de vraquiers métalliques, de vraquiers chimiques, on fait de la céréale, on fait des packs d'eau, on fait des voitures. C'est des marchés qui sont extrêmement limités, sur lesquels d'ailleurs on pourrait regarder le fait que la part du ferroviaire sur ces marchés-là, elle n'est pas si mauvaise que ça. Par contre, on ne fait pas tout le reste. On fait quasiment plus de bois, on fait quasiment plus de palettes, on fait quasiment plus de trafic comme ça, on fait pas du tout de déchets par exemple, les déchets sont un volume de transport important, et on ne fait plus, depuis la fermeture du Perpignan-Rungis, de produits frais, réfrigérés. Or, ces produits, les produits palettisés, les produits frais, ces produits-là, c'est les produits qui se développent quoi, dans la société. Et évidemment, quand on a une compagnie et un système qui ne peut plus investir dans la recherche et développement sur les nouveaux wagons, qui ne peut plus investir dans le fait de relier les nouvelles zones, enfin d'ailleurs même pas forcément nouvelles, mais de relier les zones industrielles ou les choses comme ça, et on a un système qui s'effondre. Le principe de subventionner les trafics existants, évidemment, limiter la casse et limiter les déficits de toutes les compagnies, parce que je tiens aussi à dire que toutes les compagnies ferroviaires, et quand je parlais des 4 principales, là, il y en a une seule qui est à l'équilibre, mais elle est à l'équilibre, toutes les autres sont en déficit. Donc limiter ces déficits pour éviter que les compagnies coulent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas critiquer, mais ça n'est pas de la relance, c'est de la stabilisation, et pour la relance, il faut poser un certain nombre de choses sur l'outil industriel, sur l'outil économique et sur l'outil public de réponse à ces besoins-là. Merci Laurent. Alors, je crois que là, le cadre du débat est posé. Il y a des interpellations, notamment, alors qui concernent évidemment Monsieur le Ministre, avec ce qu'a dit tout à l'heure Pierre Garzon, le maire de Villejuif, mais également des interpellations qui vous concernent tous les deux, finalement, président de la SNCF et puis Monsieur Djebari, notamment pour ce que dit Laurent Brun quand il pose la question, est-ce qu'on est dans la continuité ou un plan de rupture? Finalement, on a l'impression que pour l'instant, les choses ne sont pas encore complètement claires, en tout cas pour ceux qui vous écoutent. Alors, qui commence? Je vais peut-être commencer et peut-être vous surprendre. Moi, je suis assez en accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Mais peut-être pour illustrer le Perpignan-Rungis et les difficultés concrètes auxquelles nous nous sommes confrontés. Les difficultés sont relativement simples. Nous avons par exemple des difficultés à faire arriver, comme nous avons cherché à reconstruire l'offre temporaire, à faire arriver les marchandises avant 5 h du matin. Si vous ne faites pas arriver les marchandises avant 5 h du matin, vous n'avez aucun chargeur, aucun client qui va affréter le train ou une partie du train. Et ça renvoie à la vétusté du réseau, aux travaux qui sont aujourd'hui massifs et qui se font de nuit. Ça renvoie à toutes les politiques finalement qui ont créé de l'inertie dans le système ferroviaire. Un élément étonnant quand vous regardez le Perpignan-Rungis, c'est que vous avez 2/3 des marchandises qui arrivent en région parisienne et qui sont immédiatement retransportées par la route pour aller rejoindre les grandes centrales de distribution, la grande distribution. Et donc si on veut faire une vraie ligne Perpignan-Rungis, il faut qu'on ait une gare à Rungis, aux mines de Rungis, qui soit vraiment adaptée pour faire du transport combiné. Ça suscite ou ça nécessite des investissements de quelques dizaines de millions d'euros, ce que nous allons faire dans le cadre du plan de relance. Mais ça, je voulais le dire parce que ça renvoie à des dimensions extrêmement concrètes et qu'il n'y a pas eu de décision politique a priori pour se dire, ce symbole-là, on va en faire quelque chose qui démontrerait la volonté du gouvernement de diminuer encore le fret, ou en tout cas de ne pas cesser son déclin. Moi, je suis assez d'accord qu'on est dans un moment entre rupture et continuité. Et je suis même assez d'accord pour dire que la logique libérale, en tout cas la logique d'une concurrence organisée, a fait en sorte que la plupart des opérateurs de fret, parce qu'ils ont perdu des parts de marché, se sont en gros affaiblis chez eux et n'ont jamais été en capacité de construire de vrais champions européens, parce que les marchés, un tout petit peu moins vrai sur le fret ferroviaire que sur le fret maritime par exemple, n'ont pas été en capacité de trouver ne serait-ce que les bons critères, les bonnes organisations de coopération technique. Donc on est dans un moment où on doit se dire, est-ce que fondamentalement le droit de la concurrence s'applique pour tous les transports et singulièrement pour le transport ferroviaire? Est-ce qu'on n'a pas des choses à faire sur l'ensemble des réseaux pour isoler en quelque sorte dans le marché ce qui a vraiment trait à des activités qui sont essentielles, qui participent à l'activité économique de la nation. Et on l'a vu encore une fois, je crois que la grève est un vrai révélateur. Et on aura ce débat-là à avoir. Moi, je l'ai posé au niveau du Conseil européen des transports. C'est un débat d'ailleurs qui est partagé par beaucoup de collègues européens, notamment l'allemand, parce que je le disais, ils sont confrontés au même sujet. Après, le sujet français, c'est de savoir effectivement comment on redynamise
le marché. Je crois que Laurent Brun l'a très bien dit, quand il dit que 60% des contrats sont finalement, ou du chiffre d'affaires se situe sur les 20 mêmes contrats, on voit bien qu'on a une très forte concentration du cœur rentable de l'activité fret. Donc une solution qui aurait été facile pour Fret SNCF, c'est de se dire, nous on se recentre sur le cœur rentable de l'activité. C'est pas ce qu'on a choisi. Parce que quand vous regardez le marché fret, vous avez en gros 70% de l'activité qui sont des trains massifs. Et c'est là-dedans qu'on situe plutôt le cœur des activités rentables. 20% qui sont du transport combiné, en gros des conteneurs sur des rails, et 10% du wagon isolé. Donc la facilité aurait été celle-là. Nous prenons le chemin inverse et nous disons que nous voulons reconstruire. Après, ce qui est sûr, c'est que ça renvoie à des politiques industrielles, de relocalisation de l'activité médicale, de nouveaux secteurs industriels à ouvrir. On a pris des orientations assez fortes sur l'industrie aéronautique, par exemple, pour relocaliser beaucoup d'activités chez nous. Ça renvoie sur notre souveraineté, notre capacité à construire une souveraineté énergétique, tout le plan hydrogène que nous allons mettre en œuvre. Bref, ça renvoie à des dimensions très concrètes, parce que ce qui est sûr, c'est que l'activité fret ferroviaire ne pourra répondre qu'à un marché qui existe demain. Et nous voulons rééquilibrer effectivement la part modale entre la route et le fer. La doctrine d'intervention publique, je crois que c'est essentiel. Et moi, je salue la création d'un haut commissariat au plan pour se redonner aussi d'abord la capacité de réfléchir à 20-30 ans. Et les Chinois, François Bayrou le disait assez bien, les Chinois pensent à 20-30 ans quand les Français pensent à 20 ou 30 semaines. On a un vrai sujet de capacité ou d'incapacité au niveau français et européen à construire les réseaux de demain et donc du coup à construire ce qui sera, pour parler en économiste libéral, pour construire les sentiers de croissance de demain. Parce que c'est de ça quand même dont on parle aujourd'hui. Mais moi je pense qu'on n'est pas dans un moment libéral et encore moins néolibéral. Le libéralisme ou le néolibéralisme, c'est laisser les forces du marché s'exercer comme on l'a fait peut-être trop pendant assez longtemps. On est dans un moment où l'État est extraordinairement de retour. Pas une entité n'est capable de faire ce que l'État a fait, et d'ailleurs les États européens n'est capable de faire ce que l'État a fait là, en quelques mois, en nationalisant la plus grande partie des salaires. 12,5 millions de salariés ont été pris en charge par l'État, et c'était bien normal, et en mettant en œuvre un plan de relance qui est considérable. Donc moi je pense qu'on est dans une rupture. Et que cette rupture, il faut l'accompagner, il faut convaincre, il faut avoir des partenaires, parce qu'on est sur des secteurs qui sont par nature internationalisés. Mais je pense, et c'est vraiment le point d'accord qu'on peut avoir ici, que si effectivement ce plan-là, c'est une continuité qui fait passer une bosse, alors il y aura d'autres bosses, il y aura d'autres ruptures, et on sera encore là peut-être, vous peut-être, moi peut-être pas, mais dans quelques années pour se dire que ça aura été un énième plan de relance et un plan de soutien au fret qui n'aura pas porté ses fruits. Donc on a besoin d'une rupture, pour être encore plus concret. Merci. Alors, Jean-Pierre Farandou, Laurent Brun le signalait tout à l'heure, peut-être sur la fermeture de gares, fermeture de guichets, baisse des effectifs. Comment est-ce qu'on répond aux ambitions comment est-ce que Fret SNCF se donne les moyens industriels de répondre aux ambitions politiques? Mais je crois que l'analyse et le débat que nous avons, il illustre qu'on a une addition de deux phénomènes. On a la conséquence de décisions qui ont été prises il y a 20 ans et qu'il faut gérer. Et on a peut-être un momentum où il faut prendre maintenant les décisions qui vont éclairer les 20 ans qui viennent. Et moi, en tant que patron d'entreprise, je dois gérer les deux, parce que moi, je suis dans la vraie vie. Sur le premier mouvement, moi, je ne boude pas le fait que le gouvernement ait créé les conditions d'un sauvetage, d'une sauvegarde de l'activité du fret dans le pays. C'était pas gagné il y a quelques mois, c'était pas gagné. Je crois qu'on le tient. Donc ça, c'est important, parce que si ça n'avait pas été ça, on aurait été très mal. Très, très mal. Je ne sais pas comment ce serait fini, mais peut-être pas très bien. Là, ça permet d'avoir une perspective, ça permet de passer l'impact du Covid, qui est quand même redoutable, je veux dire, ou de la Covid. Voilà. Là, aujourd'hui, on est à... Parce que l'activité du fret, elle est directement liée à l'activité économique du pays. Ce n'est pas une activité en soi. Le fret fonctionne quand les entreprises fonctionnent. Là, en ce moment, pour parler de fret SNCF, on est à moins 15% par rapport à ce qu'on pouvait transporter l'année dernière. Alors, ça aurait pu être pire, mais c'est quand même moins 15%. Donc, il n'est donc pas anormal dans ces conditions, tout simplement, de s'ajuster. Voilà, c'est un ajustement. On a cité l'exemple des conducteurs de train. Côté fret, ils étaient mal utilisés, puisqu'il y a 15% d'activité en moins. On a la chance d'être un groupe unifié. Alors ça, comptez sur moi pour que ça dure, d'ailleurs. Je suis vraiment convaincu que la SNCF doit être unifiée, à la fois, c'est un en soi, mais aussi en termes d'efficacité. Ça permet tout simplement d'orienter ces conducteurs du fret vers le voyageur. Vous voyez, les choses se sont plus simples parce que nous sommes un groupe unifié. Donc ça, c'est de l'ajustement et on doit le faire. Deuxièmement,
moi, c'est pas moi qui fais les cadres législatifs et réglementaires qui s'appliquent à moi. On est dans une logique de concurrence. La logique de concurrence, elle renvoie à la compétitivité. Là, il faut appeler un chat un chat. La compétitivité, on est tous des consommateurs. On fait jouer nous-mêmes parfois la concurrence quand on va acheter un frigo ou une télévision. C'est le rapport qualité-coût. Voilà, on regarde la qualité, le coût, et puis on choisit en tant que consommateur. Donc ce sont des sujets que forcément la direction du fret doit regarder. Et donc l'ajustement des coûts de transport au marché concurrentiel, dans la double concurrence ferroviaire, concurrence routière, il faut la regarder. La bonne nouvelle, c'est que côté concurrence routière, et là-dessus Laurent Brun l'a évoqué, on va avoir là pour le coup un rééquilibrage. Pour moi, je le redis, la grosse innovation qu'on attendait depuis longtemps, c'est l'aide aux wagons isolés. Voilà, ça n'a jamais été fait. Voilà, il y a des choses qui ont été faites. Voilà un élément nouveau, en tout cas ce qui me paraît moins majeur, et par rapport à la démonstration faite par Monsieur le Ministre, on voit bien, hein, parce que c'est celui qui peut le plus développer en fait. Les trains massifs, au bout d'un moment, c'est pas la route qui fait du massif ou mal. Et bon, voilà. Le potentiel développement sur le train massif renvoie à l'industrialisation des cycles longs. Ça, c'est des cycles longs. Il faut le faire. Hein. Moi, je suis un des premiers partisans, en tant que citoyen, que notre pays soit davantage industrialisé. Et ça, forcément, il y aura des conséquences positives pour les trains massifs ou les containers avec les ports. Le wagon isolé, on est très petit aujourd'hui. Il n'y a que nous qui le faisons. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que là, le marché potentiel est considérable. Et aujourd'hui, un des freins majeurs, il y en a plusieurs, mais il y a le prix. Si le système d'aide qui va être mis en place permet de réduire, voire de réduire à zéro, ce désavantage en prix du train par rapport à la route, là, je n'y vois, moi, un levier important de petit à petit regagner des parts de marché, regagner du volume. En plus, c'est un cercle vertueux parce que vous savez que c'est vrai du ferroviaire en général, mais c'est vrai du fret aussi. Excusez-moi de jargonner un peu en économique, mais il faut le faire. On est une activité de coût fixe. C'est-à-dire que le train, il a sa locomotive, il a son péage, il a son conducteur, qui est 1 wagon, 10 wagons, 40 wagons. En gros, il coûte la même chose. L'énergie de traction est peut-être un peu moindre, mais quand même. Donc on voit que ces wagons isolés qui se rajouteraient, 1 wagon, 2 wagons, 10 wagons, 20 wagons, ils changent complètement le modèle économique de l'activité du fret ferroviaire. Voilà, donc c'est pour ça que moi je crois que c'était absolument décisif, et là c'est une décision de court terme qu'il faut exploiter. On a avec ce virage du wagon isolé, à la fois l'arrêt de la spirale dangereuse sur laquelle on glissait, et deuxièmement, un vrai potentiel de croissance. Donc moi, sur le court terme, oui, il faut assumer les règles économiques, mais en se disant qu'on a les bases pour avancer. Sur le long terme, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, là, à la fois en tant que patron d'une entreprise de fret, mais aussi en tant que citoyen. Il faut absolument qu'il y ait davantage de marchandises sur les trains, moins sur les camions. Voilà, c'est une vérité de base. Je rappelle quand même quelques éléments que l'on connaît, mais qu'il faut se redire. Le train pollue 20 fois moins que les camions. Donc si dans les politiques publiques, on intègre de plus en plus des critères de verdissement de l'économie, c'est une espèce d'évidence. Enfin, on se demande même comment on n'y est pas davantage. Donc c'est peut-être la prise de conscience aussi du momentum. Pousser des jeunes, sensibilité écologique plus forte, mouvement très fort qui est dans toute l'Europe, qui est peut-être une caractéristique de l'Europe d'ailleurs, quand on se compare aux autres continents, à l'Asie ou aux Amériques. Dans ce continent européen, on sent une sensibilité très forte au sujet écologique, et forcément ça doit pousser vers des décisions publiques en faveur du fret. Deuxièmement, l'énergie, on n'en parle pas non plus, mais les évidences que l'on rappelle, et les cheminots le savent bien, une roue en fer qui roule sur un rail en acier, il n'y a pas de frottement. Donc quand le convoi est ébranlé, il consomme beaucoup moins d'énergie. Ce qui fait qu'à la tonne transportée, une tonne transportée en fret ferroviaire, elle consomme 6 fois moins d'énergie que le camion. Voilà, donc les avantages physiques, ils sont évidents. On ne peut pas passer à côté de ces avantages. Là, pour le coup, pour aller révéler ces avantages, il faut des politiques publiques, pas que françaises, européennes. Je pense que la solution du long terme, si on réfléchit au long terme, il faut réfléchir à l'Europe. Pour ça, je pense que le combat est ouvert, hein, il est possible, il est ouvert. Il faut profiter du Green Deal, enfin du dit vert. L'Union européenne, là pour le coup, affiche des ambitions très fortes, doublement de la part de marché. On sait très bien que ça, c'est pas avec le réseau existant. Si on veut doubler la part de marché, il faudra créer des infrastructures. Parce que notre réseau ferroviaire en France, mais c'est vrai ailleurs en Europe, il est bien garni. Sur les axes principaux, il est bien rempli, vous l'avez évoqué. Hein. Même quand on rentre en région parisienne, on a du mal à mettre des trains de banlieue supplémentaires, on a du mal à mettre des trains de fret supplémentaires. Donc si on veut doubler la part de marché, c'est peut-être pas 2 fois plus de trains, mais presque. Là, pour le coup, il faudra un vrai programme sur 10 ans, sur 15 ans. On ne crée pas des infrastructures ferroviaires en claquant les doigts. Mais là, pour le coup, et l'impulsion doit être européenne. La bonne nouvelle, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a des ressources. Le nerf de la guerre, il est là.
on parle de 40 milliards d'euros au niveau européen qui pourraient être consacrés à l'amélioration du réseau ferroviaire européen. Là, c'est très très important de concrétiser ces ambitions. Pour moi, il y a un enjeu majeur. D'ailleurs, je vais en faire un point fort de mon action de président de la SNCF. Bien sûr, pas tout seul. Vous savez, on est plus efficace quand on est plusieurs. Et avec mon collègue également, nous allons entreprendre effectivement des discussions importantes dans les semaines qui viennent pour effectivement tirer parti de cette ambition. Moi, je pense que le long terme doit se penser européen. Les grands courants de trafic vers les ports, par exemple allemands, belges, néerlandais et français, doivent se faire avec du ferroviaire. Or, la connexion au port n'est pas si simple que ça. On sait qu'on a aussi des sujets à régler là-dessus. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a, en tant que président de cette entreprise, moi, je vois deux échéances. La première, c'est, je veux dire, sauvegarder ce qu'il est en tirant parti au maximum du plan de relance et des composantes orientées en particulier vers le wagon isolé. Et deuxièmement, alors pour le coup, militer tous ensemble pour que des grandes décisions de long terme au plan européen soient prises pour donner du corps à cette ambition formidable d'adoublement du part de marché. Je pense que c'est ce qu'on souhaite tous, en fait. On souhaite tous, effectivement, que les conditions soient créées pour que moins de marchandises sur les wagons, sur les camions, davantage sur les wagons, avec quelques regrets. Ça ne sert à rien de revenir au passé, quoique il faut trouver des formes nouvelles. Mais l'écotaxe restera quand même, moi, à titre personnel, un regret formidable. On avait trouvé le moyen, effectivement, de rééquilibrer le report modal et à la fois de gagner de la substance économique pour favoriser le fret ferroviaire. On ne fera pas le passé, il faut le penser différemment. Mais ce genre d'outils, on a besoin de ce genre d'outils pour effectivement apporter des corrections structurelles dans le report modal entre le camion et entre le train. Dernier petit point, dans ce que je dis là, ça peut être un peu caricatural et mal compris par les gens du routier, c'est pas contre le routier. Par exemple, sur le combiné, il y a toujours un bout du trajet qui se fait en camion. Le combiné, on parlait du Perpignan-Rungis, quand on va arriver à Rungis, il y aura du camion, et du camion, mais sur la courte distance. Donc en gros, la longue distance, c'est le train, la capillarité fine peut être faite par la route. Voilà, donc je pense que c'est bon. On peut aussi raisonner en complémentarité. Voilà, donc je pense que c'est sur ces bases-là qu'il faut avoir cette ambition, et le momentum, effectivement, est très bon. La Convention citoyenne l'a dit d'ailleurs, La Convention citoyenne, c'est les citoyens qui s'expriment. Là, je crois que la toute première recommandation, elle est autour du train, qui apparaît comme la solution de mobilité pour le fret, mais aussi pour les voyageurs d'ailleurs. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des voyageurs, mais en tout cas, il y a une envie de train, pas que pour nous qui sommes dans le microcosme des transports, élu en charge des transports, syndicat qui veut avancer sur les transports, patron d'une entreprise de transport, ministre des Transports, mais au-delà même de notre écosystème, les citoyens, dans leur grande majorité, veulent davantage de trains, veulent davantage de fret. À nous de saisir ce momentum pour avancer. Voilà, donc je crois que là, avec l'intervention de Jean-Pierre Farandou, on voit qu'on passe à une autre partie du débat qui est, on est passé du bilan et de l'état des lieux aux questions de perspectives d'avenir et donc comment on se projette finalement dans les 10, 15, 20 ans à venir. Alors, dans ce que dit Monsieur le Président de la SNCF, on note qu'il pourrait y avoir finalement des préoccupations partagées. Par exemple, la question de la prise en compte du coût écologique des transports et dans ce cas-là, l'avantage effectivement comparatif du fret par rapport à la route. Et donc comment on prend en compte cela. Moi, j'y vois une correspondance avec ce que Pierre Garzon, vous évoquiez tout à l'heure sur la question des coûts cachés en quelque sorte de la route et notamment sur les questions écologiques. Et puis, le deuxième point fort, je dirais, c'est cette question d'aide aux wagons isolés, comme finalement levier. Tout à l'heure, Monsieur le ministre parlait de retour de l'État, retour extraordinaire de l'État. Dans ce retour de l'État, visiblement, il y a donc cette question du soutien en tout cas affiché comme résolu à la politique du wagon isolé. Alors, est-ce que là, on trouve des pistes de solutions qui permettraient, je dirais, une relance effective du fret? Votre avis, Pierre Garzon? Alors, plusieurs choses. D'abord, dire effectivement qu'il ne faut jamais bouder en situation de crise l'apport et le soutien de l'État. Mais il ne peut pas se résumer seulement aux périodes de crise et à la socialisation des pertes, même s'il faut le faire, évidemment, parce qu'il n'y aurait rien de pire que d'avoir tout à reconstruire, même quand mon propos est critique sur l'outil actuel. Donc on a un outil.
On a, vous l'avez dit à votre manière, M. Farandou, on a quand même un atout dans notre pays. On a une histoire ferroviaire. Donc on a des lignes qui sont mal en point, abandonnées, pas suffisamment entretenues et en capacité pour accueillir les différents enjeux que l'on a évoqués, transport de voyageurs ou en l'occurrence dans notre débat celui de marchandises. Mais il a existé. Et en général, donc, on va dire qu'en matière d'aménagement, on a des aspects dans notre pays qui nous permettent de dire on peut retrouver cette capillarité, il faut y travailler. Donc un État qui soit en orientation, un État pas nécessairement d'ailleurs central, mais bien évidemment là aussi en capillarité d'idées, de projections, d'aménagement du territoire, pour se dire au fond, parce que c'est quand même la subtilité du transport, c'est de savoir pas seulement ce que l'on transporte dessus, mais qu'est-ce qu'on a en bout de chaîne, comment, et c'était très révélateur, on en revient toujours à l'exemple du Perpignan-Rungis. Perpignan-Rungis, c'était de savoir qu'est-ce qu'on ramène de l'autre côté, finalement comment on crée une logique de bout en bout et d'aller-retour qui justifie pleinement l'usage d'une ligne et sa défense. Donc on a besoin de poser les choses, poser les débats, poser les enjeux d'investissement qui soient utiles à cela. Moi, je considère qu'on a en la matière deux enjeux. Un de très court terme, très court terme, c'est celui de sauver les outils. De moyen terme, qui est de effectivement passer d'un plan de sauvegarde à un plan effectif de relance, qui reste à faire de mon point de vue. Et qui comprend à la fois la question des moyens financiers, à la fois la projection. Donc je fais aussi partie de ceux qui considèrent que et qui va investir le champ de M. Bayrou, puisqu'il est nommé haut commissaire au plan, pour dire on va l'écrire, cette feuille de route, et on va l'écrire avec les citoyens qui, effectivement, sont en exigence sociale de sauvegarder l'emploi dans un pays qui s'est très largement séparé de son tissu industriel, qui est le principal pourvoyeur d'emploi, de sa jeunesse, qui regarde avec inquiétude légitime la transformation de notre monde, avec cet été encore les températures les plus hautes enregistrées dans l'histoire des différents organismes de mesure des températures sur notre planète. Donc une tendance qui mobilise et politise les consciences de la jeunesse, dont on a trop souvent dit qu'elle était dépolitisée, mais en fait qui s'intéresse au fond à sa capacité à pouvoir se projeter dans l'avenir à travers le prisme de la dimension écologique. Et cette dimension écologique, nécessairement, elle interroge notre fonctionnement de société, où on produit, qu'est-ce qu'on produit, comment on consomme, comment on transporte, et comment tout ça se régule de telle façon que je le redis, que les objectifs ne soient pas contradictoires avec les moyens dont on se dote. Donc il y a une notion très clairement, ça a été dit, de service public. Comme on imagine qu'il y a des aspects de notre société qui doivent échapper à la règle du marché, très clairement pour moi le transport de voyageurs et de marchandises, parce qu'il doit répondre à des objectifs qui sont supérieurs à la logique du court terme du marché, qui sont supérieurs à la logique de rentabilité, ce qui ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas les équilibres entre dépenses et recettes. Je ne suis pas le partisan du déséquilibre, mais je dis que sur des temps longs, vous le dites vous-même et vous êtes bien placé pour le savoir, M. Farandou, qu'une ligne de transport, elle ne se conçoit pas pour demain et pour qu'elle dure quelques années ou quelques mois, ou quelques dizaines d'années. On construit les choses au moins pour le siècle. Donc il faut réfléchir sur des temps longs qui sont totalement incompatibles avec la logique du marché. Donc il faut accepter de le dire. Il faut accepter de revisiter les règles qui ont présidé depuis plusieurs décennies maintenant à l'organisation de notre société, et où au fur et à mesure on a détricoté ce qui apparaissait comme des éléments de régulation, là où aujourd'hui la période dans laquelle on est précisément, elle remet sur le devant de la scène peut-être moins la notion d'État, mais la notion de régulation. Alors la régulation, c'est par le bas et c'est par le haut. Moi, je crois qu'il y a des aspirations populaires qui portent des éléments de régulation. On a fait référence donc à mon activité d'élu local. C'est précisément là-dessus qu'on est interpellé. Concrètement, qu'est-ce que l'on fait pour que le matin, quand j'ai déjà de la pénibilité à rejoindre mon travail, eh bien, on me dégage mes routes.
Donc, alors, il y a probablement des choses à travailler au plus près avec les élus, justement, pour regarder à faire en sorte qu'on vienne tordre la facilité qu'ont les camions à circuler sur les routes quand cela vient contribuer à l'aggravation de la crise climatique que l'on connaît, mais que ça vient aussi contribuer à la malvie dont souffrent les citadins pour se rendre sur leur lieu de travail. Il faut aussi le relier à des enjeux plus généraux. Moi, je crois qu'il y a des choses à regarder de telle manière que l'on privilégie du consommateur au producteur, aux activités publiques, le fait que c'est mieux une marchandise transportée par le train que par le camion. Mais ça doit se voir et ça doit se compter, ça doit se monnayer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit accepter de tordre le cou au dogme qui fait que le camion aujourd'hui paye peu ou pas grand-chose finalement des infrastructures qu'il paye aujourd'hui. Donc il y a des rééquilibres qui interrogent très très vite la façon qu'on a de concevoir cela. Je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui, souvent, et c'est d'ailleurs la limite des exercices et des plans de soutien, c'est-à-dire qu'on conditionne souvent dans la même doctrine le soutien, ça a été évoqué par Laurent Brun, à des rattrapages de productivité, des choses qui en fait sont pas toujours compréhensibles pour ceux qui nous écoutent, mais qui globalement en fait signifient que on va faire plus avec moins, et on a surtout vu que quand on fait avec moins, on a toujours moins que l'objectif que l'on visait. Donc je pense qu'il faut non pas retirer la notion de condition quand on vient aider, mais changer les critères de conditions sur lesquels on exige d'une entreprise qu'elle travaille. Autre élément, donc par exemple, pour être extrêmement concret, moi je pense que sur cette question, pour avoir des propositions extrêmement précises, on a besoin de conditionner l'aide que l'on apporte au fer a un caractère pérenne, c'est-à-dire qu'il ne change pas d'un gouvernement à un autre, d'une période à un autre, d'une injonction à une autre. J'ai un exemple en tête, c'est le Grand Paris Express. Quand on s'est battu, le département du Val-de-Marne, il y a 20 ans de cela, pour construire le métro de banlieue à banlieue, et qu'on a créé l'association Orbival qui regroupait toutes les communes du département du Val-de-Marne, quelle que soit leur sensibilité politique, autour d'un objectif. C'est quand même incroyable qu'en début du deuxième millénaire, on soit encore à devoir se véhiculer en voiture parce que la densité de transport collectif n'était pas au rendez-vous à l'époque. En 20 ans, ce qui apparaît long à l'échelle d'une vie, mais à l'échelle des infrastructures est assez court finalement, on en est au chantier du métro. Si on avait fait comme on sait faire d'habitude, exiger du gouvernement que dans les orientations de loi budgétaire, il y ait une somme allouée sur les 30 ans qui viennent pour la construction de ce métro, je pense qu'on n'en serait pas au chantier. Je pense que de gouvernement en gouvernement, de situation de crise ou pas, on serait venu prendre quelques milliards par-ci, quelques milliards par-là, et on serait à se bagarrer pour savoir comment on finance le métro. On a en fait isolé le financement pour le relier à l'objectif et pas à la notion éphémère du budget de l'État, même s'il est important. Je pense que c'est une des dimensions très importantes, c'est-à-dire qu'on a créé des taxes, on a créé des impôts spécifiques qui sont dédiés. Non, personne ne va pouvoir aller le prendre pour faire autre chose que cela, que de se concentrer sur l'effort, entre guillemets, de guerre, même si j'aime pas le terme, qui était de construire ce métro en région parisienne. C'est des dizaines de milliards, je vais arrêter là-dessus, mais je pense qu'il faut un peu réfléchir comme cela. Alors on l'appelle comme on veut, mais il faut que les camions payent une redevance qui est d'autant plus longue que d'autant plus important que le chemin est long de la marchandise, d'autant plus important si il y avait une alternative par le fer. Évidemment, on ne va pas demander aux camions de se substituer au fer s'il n'y a pas la ligne qui existe, mais par contre, je pense qu'il y a des choses qui se modulent et qui contribuent et qui doivent être fléchées pour aller directement financer le fer, puisqu'on dit que c'est la priorité, qu'on est d'accord pour dire que c'est la priorité. Voilà ce type de réflexion et d'état d'esprit dont il me semble sur lequel nous pourrions travailler, élus locaux, gouvernements, entreprises, au sens large, pas seulement de transport, mais et citoyens,
pour dire, voilà, puisque c'est ça l'objectif, puisqu'on semble être d'accord pour dire on doit faire autrement, alors on se donne les moyens de travailler sur un financement pérenne, durable, inviolable, excusez-moi du terme, pour atteindre sur ces temps longs les objectifs que l'on se donne. Merci beaucoup Pierre Garzon. Laurent Brun, une réaction sur cette oui, alors d'abord, cette faisabilité. Nous non plus, on ne crache pas sur les plans d'aide du gouvernement, mais quand même dire aussi que le gouvernement sauve le fret après lui avoir mis la tête sur le bio. Parce que la réforme de 2018 qui fait du fret SNCF une SAS autonome dans une situation de déséquilibre financier, tout le monde voyait que 1 an, 2 ans ou 3 ans plus tard, ce serait le mur. Donc je tempère quand même un peu la joie des plans du gouvernement. Bon, le deuxième élément, c'est quand même de remettre les choses, de recontextualiser sur le temps long les efforts qu'on a à fournir. Aujourd'hui, on l'a dit, 33 milliards de tonnes-kilomètres, 9% de part modale. La CGT, dans un document qu'elle a proposé à l'occasion de la réforme ferroviaire comme une alternative, disait à l'échéance 2050, il faut que la part modale soit de 25% pour le ferroviaire. C'est un objectif qui revient de manière très régulière. Nous, on y mettait des éléments concrets derrière pour l'atteindre. Mais 25% de part modale en 2050, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 1000 Perpignan-Rungis à faire rouler en plus d'ici là. Bon, donc il va falloir s'atteler au premier, mais il va vite falloir trouver les autres. Parce que, en vérité, le volume de marchandises qui se transportent augmente chaque année. Et si on veut regagner du terrain, il ne faut pas être simplement sur... nous, on en a fait une bataille symbolique de cette ligne, le Perpignan-Rungis, parce que c'était la disparition du fret sur des infrastructures symboliques, elle aussi. Hein, le marché de Saint-Charles à Perpignan et le mine de Rungis. Si on n'arrive pas à faire du train entre ces deux sites-là, c'est qu'on n'arrivera jamais à en faire, nulle part. Donc c'était une bataille symbolique pour nous, mais un symbole, on ne peut pas en rester à ça. L'objectif, c'est 1000 Perpignan-Rungis d'ici 2050. C'est-à-dire multiplié par 1000, c'est ça le trouver trafic, 1000 équivalents du Perpignan-Rungis en termes de nouvelles charges sur le fer, sur le train. Donc ça place les enjeux à un niveau extrêmement important. Ça fait plus d'une trentaine par an à trouver. Donc voilà. Aujourd'hui, je le redis, le Perpignan-Rungis, bien sûr qu'il faut travailler sur une solution. La solution, elle était existante. Hein. C'était les wagons classiques qui, eux, permettaient d'arriver avant 5 heures. Puisqu'on le faisait jusqu'à présent, il n'y avait pas de raison d'être en incapacité de le faire. Il y avait y compris pour la question des travaux des itinéraires alternatifs. La question des travaux est une bonne question. Si aujourd'hui, pour le développement du fret ferroviaire, le travail de nuit massifié pour les travaux est un problème, alors peut-être faut-il revoir cette logique industrielle de réseau, de SNCF Réseau, qui fait qu'on fait les travaux massifiés de nuit. On fait les travaux massifiés de nuit. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de financement public sur les travaux, qu'on a des ressources qui sont extrêmement rares, et donc on les concentre sur des grandes opérations. Mais on pourrait faire les travaux autrement, en maintenant y compris la circulation des trains, c'est-à-dire sans qu'il y ait de coupures pendant des mois, voire des années sur les lignes. Par contre, évidemment, ça coûterait un peu plus cher, et donc la question du financement, elle passe aussi par là. Le fret, il peut répondre aux marchés existants, mais les marchés existent. Je vous donne un exemple. En Normandie, on a une entreprise qui s'appelle les Carrières de la Roche-Blin qui veut faire du ferroviaire. Il y a une volonté, il y a de la masse, donc il y a une capacité à faire. Le problème, c'est que SNCF Réseau refuse de remettre en place, de remettre en état la ligne de Blainville qui permettrait de réaliser ce trafic. Parce que, évidemment, quand on fait rouler des trains lourds, il faut que la voie soit un peu plus résistante que ce qu'elle est pour du simple voyageur, et donc il faut faire quelques travaux d'aménagement. Pourquoi SNCF Réseau est dans cette situation-là ? Parce qu'encore une fois, on est toujours sur la même situation. Les ressources d'ingénierie, les ressources de production qui sont nécessaires pour faire les travaux sont aujourd'hui toutes mobilisées, essentiellement sur la région parisienne et sur ce qu'on appelle le réseau structurant. Si on veut arriver à pouvoir répondre positivement à ces travaux-là, il faut non seulement du financement,
mais il faut aussi du personnel. Et donc, pour faire mes 1000 trains Perpignan-Rungis, il va falloir embaucher des agents de conduite, embaucher du personnel de maintenance, embaucher du personnel de manœuvre, mais pour faire les travaux des voies de manière à ce que le réseau puisse à nouveau accueillir des trains lourds, qu'on puisse les faire rouler de nuit, etc., il faut aussi du personnel. Donc nous croirons personnellement au plan de relance et à la rupture avec le passé quand on verra des créations d'emplois. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui se profile. On est dans l'attrition, dans la poursuite de l'attrition, et donc il n'y a pas de mystère. On peut en sous-traiter un bout, on peut essayer de trouver, on peut casser les conditions de travail des salariés, mais tout ça a une limite objective, et à un moment donné, il faut quand même des moyens. Je le redis, 1000 Perpignan-Rungis, ça ne se fera pas par les gains de productivité, ça se fera par des créations d'emplois et des choses comme ça. Ensuite, je vais au bout de ma réflexion, mais pour redévelopper du trafic ferroviaire, il ne suffit pas de mettre de la subvention, il faut organiser le système de cette manière-là. Si je reprends le Perpignan-Rungis, bien sûr qu'il faut desservir le mine de Rungis, mais les 15 autres mines, on en fait quoi? Parce que concrètement, si on avait développé un réseau de desserte, de transport frais, de transport de frais sur les 15 mines, les ports, les zones logistiques sur lesquelles sont concentrées les productions françaises de fruits et de légumes, et bien concrètement, on aurait nettement moins de problématiques de coûts, parce que, par exemple, le train ne reviendrait pas à vide, il ferait un circuit complexe, il chargerait à des endroits, il déchargerait à d'autres endroits, etc. Aujourd'hui, pour créer ça, on compte sur l'initiative privée. L'initiative privée ne générera jamais un réseau de cette nature-là. Ce qu'il faut, c'est une initiative publique, c'est mettre les acteurs autour de la table pour à la fois faire de la politique de la demande, et la subvention, c'est de la politique de la demande, on encourage la demande, mais il faut aussi de la politique de l'offre. Et donc, il faut faire se rencontrer l'offre et la demande, quoi. C'est pas très compliqué. Et qui peut répondre à ça? Qui peut, sur la demande de l'État, la commande politique de l'État d'ailleurs, ou des collectivités, peu importe, mais qui sur la demande de l'autorité publique peut répondre en disant « moi j'investis demain des centaines de millions d'euros dans l'achat de matériel, j'investis dans la construction de nouvelles installations de desserte, etc. » sans avoir réellement de garantie sur ce que ça va pouvoir donner, parce que c'est une orientation politique. C'est l'outil public SNCF. Et on a voulu ces dernières années considérer, comme un certain nombre d'autres entreprises publiques, la SNCF comme une entreprise comme les autres, qui doit répondre aux mêmes règles que les autres. Si elle répond aux mêmes règles que les autres, effectivement, elle ne répond plus à la commande publique, parce qu'elle est soumise aux mêmes contraintes de rentabilité de l'investissement, etc. C'est ce qu'on a vu dans le Perpignan-Rungis. La commande politique était passée systématiquement, et systématiquement, il n'y avait pas de réponse. Si on veut que la commande politique soit respectée, d'abord, il faut qu'elle soit à la hauteur, et ensuite, il faut qu'on ait une entreprise, un outil qui ne réponde pas aux règles de marché. Et c'est le principe de l'entreprise publique, avec les règles qui lui sont attribuées. Je termine sur un élément. Dans les éléments de financement et de subvention, il n'y a pas que la question de la subvention directe. L'un des gros problèmes de Fret SNCF aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas en capacité de mutualiser ses moyens avec les autres activités SNCF. Et quand je parlais des agents de conduite, quand vous avez dans certaines régions 1 ou 2 trains qui restent, avec une poignée d'agents de conduite qui restent. Si vous voulez redévelopper de l'activité, la logique, ce serait que les mêmes conducteurs qui font les trains de voyageurs, qui sont eux par ailleurs très nombreux dans la région, puissent aussi faire du train de fret. On aurait une forme de mutualisation qui n'empêcherait pas la séparation des coûts, mais qui permettrait de rendre très efficace, sans casser l'emploi, la production industrielle. Donc voilà les propositions que la CGT met sur la table et qu'elle rendra publiques d'ici quelques temps. Alors, très bien. On arrive là à la fin de notre débat. Hein. Donc il va falloir, si vous voulez réagir, il faut que ce soit de manière brève. Je vois que, Monsieur le ministre, vous aviez levé la main. Donc je vous donne la parole. J'aurais voulu aussi d'ailleurs une réaction, même brève de votre part, mais aux propositions de Pierre Garzon sur la question du financement dédié au transport qui s'émancipe des logiques du marché. Je me rajoute un 4e point alors, mais en 3 points rapides et en guise de conclusion. Je partage beaucoup de choses qui ont été dites. Peut-être la première chose, c'est sur la quantification. On fait un plan de relance, à quoi ça sert? On a quantifié sur les relances des 11,5 milliards de transports que ça créerait, alors tout ça évidemment ce sont des hypothèses, mais ça créerait 80 000 emplois, directs et indirects,
et que ça permettrait d'éviter 12 millions de tonnes de CO2 sur les 2 ans qui viennent. C'est un travail, ça encore, qui va devoir être affiné, qui va être mise au tamis de la réalité des faits, mais en tout cas, c'est une ambition qui est forte. Deuxième sujet, c'est la complémentarité des modes. Ça a été évoqué par certains d'entre vous. Dire un mot sur les routiers quand même, parce que moi, évidemment, je suis en charge de l'ensemble du secteur des transports. Les routiers, sur la dimension écologique, on fait beaucoup d'efforts. Je rappelle quand même, c'est un chiffre qui est mal connu, mais entre 2007 et 2017, on a eu sur l'ensemble de l'activité routière, moins 60% en moyenne des baisses de soufre, de particules fines, d'émissions CO2. Donc c'est un secteur qui est aussi en transition écologique et qui, en complémentarité, apporte le bout de ses solutions. Moi, je ne suis ni partisan des forces du marché qui œuvrent librement à leur guise, ni partisan d'une planification autoritaire de l'économie et de l'activité humaine. Je pense que ce qu'il faut arriver à faire singulièrement dans notre secteur des transports, c'est avoir une concurrence régulée. Vous avez posé le bon mot de la régulation. La régulation sociale, c'est vrai par exemple pour les routiers, pour reprendre leur exemple. Récemment, nous avons voté un texte sur le cabotage, le repos en cabine. Tout ça, ce sont des avancées importantes. Mais on a encore vraiment beaucoup de travail à faire. La concurrence, pour le coup, le dumping social, pour être encore plus direct, s'exerce quasiment dans l'ensemble du champ des transports. Vous voyez ce qui est fait dans le maritime avec des conditions parfois qui relèvent vraiment de la traite humaine. C'est insupportable d'avoir encore ça en Europe. Vous voyez ce qui s'est fait dans le transport aérien, où finalement ont gagné ceux qui ont le plus joué les zones grises du droit européen. Donc on a ce travail-là qui est important, évidemment, à faire devant nous. Et je crois qu'évidemment, le Green Deal, ce qu'a dit Jean-Pierre Farandou, ce sera important, parce que ça permettrait de donner de la visibilité européenne à long terme. Et oui, 40 milliards, on parle d'une dizaine de milliards qui seraient aujourd'hui consacrés aux activités ferroviaires, notamment au fret ferroviaire pour le renouvellement des matériels roulants. Vous savez que c'est un sujet important, mais je crois vraiment que le maître mot de la décennie qui s'ouvre, c'est la juste régulation. Ce n'est pas la planification autoritaire, c'est la juste régulation. Et je pense que nous en prenons le chemin, et je souhaite que ce chemin soit irréversible. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Jean-Pierre Farandou, un mot en guise de conclusion sur les 10-15 prochaines années d'activité fret publique de la SNCF. Moi, je vous le dis, pour moi, le fret est au cœur du projet de l'entreprise. Donc, pour la double raison que j'ai indiquée, intérêt général, parce que nous sommes une entreprise publique et très fiers de l'être. Et deuxièmement, parce que d'un point de vue économique, je pense que oui, les conditions peuvent être créées d'une forme de soutenabilité économique d'une activité de fret ferroviaire. Voilà, donc pour ces deux raisons, j'ai cette vision d'une SNCF qui, dans 10-15 ans, aura une activité de fret importante, plus importante qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y a 2 temps, alors en plus, ça se corrèle aussi avec la Covid, qui nous empoisonne un peu dans l'économie pour 1 an, 2 ans. Donc il faut tenir bon. Il faut tenir bon dans les 2 ans qui viennent et on peut le faire avec le plan de relance qui nous donne l'occasion. Ça, c'est dans l'action. Et dans la préparation des décisions, je crois qu'il faut continuer le travail engagé de considération plus large sur le transport. Le mot barbare, c'est les externalités. On a eu du mal à le convertir pour de vrai. Et pourtant, c'est ô combien vrai. Ça, c'est un vrai sujet aussi d'arriver à faire peser l'ensemble des coûts qu'une activité a sur ses comptes. Il ne faut pas lâcher, parce que ça, on sait bien que c'est à mon avis, l'élément le plus important. Je voulais rajouter 2 éléments qui peuvent être des moteurs pour accélérer finalement ce qu'on souhaite tous, c'est-à-dire qu'il y ait plus de marchandises dans les trains. Le rôle des régions. Je pense que les régions ont un rôle à jouer, et on le voit déjà que certaines régions qui ont pris à bras-le-corps les sujets de développement économique de leur territoire ont bien compris, pour certaines, que oui, le train, le fret devait jouer un rôle. Donc il faut absolument qu'une grande société publique et nationale comme la SNCF sache aussi travailler avec chaque région dans sa logique de développement économique de son territoire. Et ça croise bien aussi avec l'orientation que je souhaite donner d'une SNCF plus régionale. Et le fret doit être au carrefour de ces intentions. Et puis côté label, je pense aussi que la poussée des consommateurs, c'est important. Il pourrait y avoir des labels marchandises transportées de manière verte, quoi. Il faudrait qu'on arrive à trouver une désignation de type label sur les paquets où on dira cette marchandise, elle a pris le train, quoi, en gros. Voilà. Si on arrivait aussi, parce que ça pousserait sur les consommateurs qui consommeraient peut-être davantage ce type de marchandises. Donc ça crée un cercle vertueux où les entreprises elles-mêmes feraient prendre davantage de train à leurs marchandises. Enfin, je crois aussi, il ne faut pas sous-estimer la poussée du citoyen, la poussée du consommateur, qui peut être un formidable moyen d'évolution. Voilà, c'est en cours avec la filière logistique. Eh ben, c'est parfait. Voilà. Donc je crois que voilà, le momentum, effectivement, on l'a tous dit, il est clé. Sachons nous emparer de tous les leviers pour finalement réaliser ce rêve qu'on ait vraiment plus de fret ferroviaire dans notre pays. Merci Jean-Pierre Farandou. Vous voulez ajouter un mot, Pierre Garzon, éventuellement, un mot de conclusion? Très rapidement.
Très rapidement. C'est vraiment quelques secondes. Hein. En quelques secondes, dire qu'on a besoin effectivement de poursuivre ce type d'échange et de formuler des propositions extrêmement précises. L'enjeu, toujours, pour tordre le bras de cette concurrence libre et non faussée, c'est d'objectiver les moyens de financement du transport ferroviaire, je l'ai dit, de le sacraliser quelque part. Alors, pour que ce soit pas autoritaire, on va dire qu'il faut que ce soit donc populaire. Il faut que ce soit porté, relié à des objectifs portés par les populations, les bassins de vie, les bassins d'emploi, les bassins de territoire, avec les élus locaux, pour identifier comment précisément on se donne des objectifs et comment on les atteint financièrement et en termes de politique industrielle, et en reliant tout ça. Je crois qu'il y a quelque chose à travailler de très fort. Ça suppose aussi une vision de l'aménagement qui n'est pas assez présente, à mon avis, dans notre réflexion, mais qui est évidemment inséparable de la notion de transport et d'implantation d'objets de production. Merci Pierre. Laurent Brun, le mot de la fin pour oui, vous, peut-être, très vite. Alors, les cheminots CGT, comme je l'ai dit, on a on va dire une attention particulière sur les objectifs long terme qui sont donnés, mais on n'est pas que sur le long terme, on est aussi, nous, dans le concret. Et dans le concret, aujourd'hui, on a un certain nombre de triages dont les voies sont par exemple en train d'être déposées. On a un certain nombre d'installations de terminales embranchées qui sont en train d'être fermées ou qui ne sont plus utilisées. Et on a des poursuites de suppression d'emplois. On croira vraiment au plan de relance et à la rupture avec le passé quand on verra les 80 000 emplois. Alors M. Fardou, je ne sais pas combien il en a à sa charge, mais les 80 000 emplois créés. Et quand on reverra du positif dans les créations d'emplois à la SNCF, parce que c'est un indicateur qui est pour nous pragmatique, concret. Ensuite, justement, l'autoritarisme, on l'a vu dans les années 2003, à partir de 2003, quand on a supprimé un certain nombre d'activités, et on croira aussi à la relance dans le fret quand on s'emparera de nouvelles activités. L'un des premiers segments qui a été abandonné à cette époque-là de manière très violente, c'est les gares-bois. Demain, si on nous annonce des réouvertures de gares-bois, on pourra envisager qu'effectivement, il y a une politique originale qui est en train de se mettre en place et qui donne des perspectives au transport ferroviaire. En tout cas, on va militer pour ça dans les jours qui viennent. Eh bien, merci beaucoup Laurent Brun pour ce mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à ce débat, de ceux contradictoires qui font aussi la marque de la fête de l'humanité. Alors le temps nous était un peu compté aujourd'hui, mais la question du ferroviaire, la défense du service public du ferroviaire irrigue aussi les productions de l'humanité. Donc tout au long de l'année, dans nos journaux, sur notre plateforme internet, c'est des débats fondamentaux qui ne se résument pas en 1h30 une fois par an. Merci à vous tous et puis il me reste à vous souhaiter une bien bonne journée. Merci à vous tous. Merci.